Lors de la réunion de famille, tout le monde a commencé à donner de l'argent à tous les enfants. Et ma sœur s'est précipitée en disant « Ce n'est pas assez pour ma fille ». Alors ma mère lui a tendu de l'argent supplémentaire de son portefeuille. Mais elle est allée arracher l'argent des mains de mon enfant en disant « Tout ça appartient à ma fille ». Je l'ai confrontée, et mes parents ont crié « Recule. Ta sœur ne passe pas une bonne journée ». Elle s'est alors mise à me jeter des pierres au visage, me frappant durement, en disant « Donne-moi ce sac à main. On a besoin du reste ». Quand j'ai refusé, mon père m'a attrapé par les cheveux et m'a maintenu immobile pour que ma sœur puisse prendre une batte de baseball et me frapper au visage, en disant « Ne t'enfuis pas quand je te parle ». Mes enfants ont vu la scène et ont essayé de m'aider, alors je me suis précipitée pour les protéger, pour être de nouveau battue par mon père et ma sœur. Je n'ai rien dit pendant qu'ils ne faisaient que réconforter ma sœur. Mais je n'en avais pas fini, car ce que j'ai fait ensuite les a laissés dans une horreur complète. La réunion de famille annuelle chez mes parents avait toujours été tendue, mais je n'aurais jamais imaginé qu'elle se terminerait de cette façon. Pendant 39 ans, j'avais joué le rôle de la fille oubliée, tandis que ma sœur cadette, Vanessa, se prélassait sous les feux de l'affection de mes parents. Chaque réussite que j'obtenais était balayée d'un revers de main. Chaque étape que Vanessa franchissait était célébrée comme une fête nationale. J'aurais dû le voir venir. Le schéma était là depuis l'enfance. Quand j'ai été diplômée première de ma classe au lycée, mes parents ont organisé pour Vanessa une fête pour son passage en CE1. Quand j'ai été acceptée en faculté de médecine, ils ont acheté une voiture à Vanessa pour lui remonter le moral parce qu'elle n'avait été acceptée nulle part. L'inégalité avait des racines profondes, enchevêtrées dans chaque souvenir d'enfance que je possédais. Mon mari, Tyler, et moi avions bien réussi dans la vie. Je travaillais comme chirurgienne pédiatrique et il dirigeait un cabinet de conseil prospère. Nous avions 3 beaux enfants, Emma, 13 ans, Lucas, 11 ans, et la petite Olivia qui venait d'avoir 9 ans. Nous vivions confortablement, épargnions de manière responsable et nous assurions que nos enfants comprenaient la valeur du travail acharné et de la gentillesse. Vanessa, quant à elle, avait enchaîné les petits boulots, les relations et les excuses. Elle avait eu sa fille, Peyton, il y a 7 ans avec un homme qui avait disparu avant l'arrivée du bébé. Depuis, elle était retournée vivre chez nos parents qui cédaient à tous ses caprices. Tandis que j'observais de loin, ma mère, Linda, m'appelait constamment pour me demander de l'argent pour aider Vanessa à se remettre sur pied, ce qui signifiait en réalité financer sa dépendance au shopping et ses week-ends entre amis. La journée de la réunion avait commencé assez agréablement. Tyler et moi sommes arrivés dans la grande maison de mes parents en banlieue avec nos enfants, qui étaient excités de voir leurs cousins et de jouer dans l'immense jardin. Mon père, James, nous a accueillis à la porte avec une étreinte raide qui pouvait à peine être qualifiée de contact physique. L'odeur du rôti de ma mère emplissait la maison, déclenchant des souvenirs de dîners de famille où j'avais appris à me faire petite et discrète. Vanessa était déjà là, bien sûr, avachie sur le canapé pendant que Peyton tournait en rond autour de la table basse. Ma sœur nous a à peine reconnus quand nous sommes entrés, trop occupée à faire défiler son téléphone. Elle avait pris du poids depuis la dernière fois que je l'avais vue il y a 3 mois, et ses cheveux semblaient sales. Ma mère tournait autour d'elle comme une poule inquiète, lui demandant si elle avait besoin de quelque chose, si elle voulait quelque chose, si elle était assez à l'aise. Ta sœur a traversé une période si difficile, m'a chuchoté ma mère dans la cuisine pendant que j'aidais à mettre la table. Le stress d'être une mère célibataire, tu sais. Tu as tellement de chance d'avoir Tyler. De la chance ? Comme si mon mariage stable et ma carrière étaient tombés du ciel plutôt que d'avoir été construits par des années d'efforts, de compromis et de dévouement. J'ai mordu sur ma langue et j'ai continué à plier les serviettes. L'après-midi s'est déroulé selon le scénario habituel. Des oncles et des tantes sont arrivés. Des cousins éloignés que je reconnaissais à peine. Des amis de la famille qui nous connaissaient depuis notre enfance. Tout le monde s'est rassemblé dans le salon et le jardin, partageant des histoires et des rires. Mes enfants ont bien joué avec les autres, leur bonne manière bien visible. Peyton, cependant, faisait des crises de colère toutes les 15 minutes, exigeant les jouets des autres enfants et criant quand elle n'obtenait pas ce qu'elle voulait.
Elle a juste du caractère, disait ma mère à chaque fois, me lançant un regard qui me mettait au défi de la contredire. Puis est venue la tradition que j'avais oubliée jusqu'à ce qu'il soit trop tard pour partir. La cérémonie de la distribution d'argent. Chaque année, les adultes rassemblaient les enfants et leur donnaient de l'argent en guise de cadeau. Habituellement, il s'agissait de sommes modestes, 20 ou 50 dollars par enfant, selon la relation du donneur. Les grands-parents donnaient plus, les oncles et tantes moins, les amis de la famille quelque part entre les deux. Les enfants se sont alignés avec enthousiasme. Mes 3 enfants attendaient patiemment pendant que Peyton se frayait un chemin jusqu'à l'avant. Mon oncle George a commencé à distribuer des billets de 20 dollars à chaque enfant, avançant dans la file avec un sourire. Ma tante Barbara a suivi avec des billets de 10. D'autres parents ont contribué ce qu'ils pouvaient. Les visages des enfants s'illuminaient à chaque cadeau, comprenant que c'était une gâterie spéciale. Tout a volé en éclats en un instant. Vanessa s'est soudainement précipitée de l'endroit où elle était assise, le visage déformé par l'indignation. « Ce n'est pas assez pour ma fille », a-t-elle hurlé assez fort pour faire cesser toute conversation dans la pièce. Toutes les têtes se sont tournées vers nous. Ma mère est immédiatement passée à l'action, ouvrant son portefeuille avec des mains tremblantes. « Tiens, ma chérie. Voilà plus pour Peyton », a-t-elle dit, pressant plusieurs billets dans la paume tendue de Vanessa. J'ai eu un aperçu des billets, des centaines, pas des billets de 20. Mais ma sœur n'était pas satisfaite. Elle s'est retournée vers mes enfants, qui se tenaient là, serrant leur modeste collection de billets, leur visage confus par l'agitation soudaine. Avant que je puisse comprendre ce qui se passait, Vanessa a arraché l'argent directement des mains d'Emma, puis de celles de Lucas, puis d'Olivia. « Tout ça appartient à ma fille », a déclaré Vanessa, fourrant l'argent volé dans sa poche pendant que Peyton sautait de joie en applaudissant. Le choc m'a paralysée pendant exactement 3 secondes. Puis la fureur protectrice que seule une mère peut ressentir s'est enflammée dans ma poitrine. J'ai fait un pas en avant, la voix tremblante mais ferme. « Vanessa, rends immédiatement l'argent à mes enfants. C'est du vol. » Mon père est apparu à côté de ma sœur comme un chien de garde répondant à une menace. « Recule », m'a-t-il grondé. Son visage était rouge de colère. « Ta sœur ne passe pas une bonne journée. »« Elle ne passe jamais une bonne journée », ai-je répliqué. Ça ne lui donne pas le droit de voler des enfants, ses propres nièces et neveux. Ma mère a rejoint la formation défensive, les yeux fous de cette panique particulière qu'elle réservait à toute situation où Vanessa devait faire face à des conséquences. « Comment oses-tu parler à ta sœur de cette façon ? Après tout ce qu'elle a traversé. » J'ai regardé autour de moi les visages figés des parents qui avaient assisté à toute la scène. Personne n'a pris la parole. Personne n'a défendu mes enfants qui se tenaient derrière moi, les larmes coulant sur leurs joues. L'injustice me brûlait les veines comme de l'acide. Vanessa s'est penchée, ses mouvements délibérés et théâtraux. Elle a ramassé une poignée de pierres décoratives dans le parterre près des portes-fenêtres. La première m'a frappé en plein sur la joue avant que je puisse réagir. La douleur aiguë a explosé sur mon visage et j'ai senti le goût du sang. « Donne-moi ce sac à main », a exigé ma sœur, en montrant le sac de créateur que Tyler m'avait offert pour notre anniversaire. On a besoin du reste. J'ai serré le sac contre ma poitrine, en reculant. Tu es folle. Je ne te donnerai rien. La deuxième pierre a frappé ma tempe. La troisième a touché mon épaule. Chaque impact envoyait des ondes de douleur à travers mon corps. Mais pire que la douleur physique, c'était la prise de conscience que cela se produisait dans une pièce remplie de gens qui étaient censés m'aimer, et personne ne bougeait pour l'arrêter. Quand j'ai refusé de nouveau, mon père m'a attrapé une poignée de cheveux par derrière. La violence soudaine de son geste m'a plus choquée que la douleur. Sa poigne était de fer, me tirant la tête en arrière si fort que j'ai cru que mon cou allait se briser. Je ne pouvais pas bouger, pas m'échapper, pas me protéger. J'ai entendu Tyler crier quelque part dans le chaos, essayant de m'atteindre. Mais mon oncle George et un autre homme que je ne reconnaissais pas l'avaient attrapé, le retenant. « Reste en dehors des affaires de famille », a grogné quelqu'un. Vanessa a disparu de mon champ de vision limité. Les sons autour de moi sont devenus étouffés, comme sous l'eau, lointains. Puis je l'ai vu revenir,
portant la batte de baseball en aluminium du garage, celle que nous utilisions pour les jeux dans le jardin quand nous étions adolescentes. Elle l'a balancée directement vers mon visage. La prise de mon père dans mes cheveux m'a empêché d'esquiver. La batte a heurté ma mâchoire avec un craquement écœurant que j'ai ressenti dans tout mon corps. Une agonie brûlante a tout consumé. Je me serais effondrée si mon père ne m'avait pas tenue droite par les cheveux. « Ne t'enfuis pas quand je te parle », a hurlé Vanessa, des postillons s'échappant de sa bouche. Elle avait l'air possédée, méconnaissable de la sœur avec qui j'avais grandi. À travers ma vision floue, j'ai vu mes enfants. Emma s'était jetée sur mon père, essayant de le forcer à me lâcher. Lucas pleurait et tirait sur le bras de Vanessa. La petite Olivia se tenait là, hurlant, le visage rouge et terrifié. La vue de leur danger a activé quelque chose de primal en moi. Je me suis tordue violemment, ignorant la douleur des cheveux arrachés de mon cuir chevelu. Me libérant de l'emprise de mon père, je me suis jetée entre mes enfants et ma sœur. Le coup de batte suivant m'a attrapé sur les épaules. Puis un autre coup a atterri sur mon dos. Mon père m'a de nouveau attrapé et ils ont fait pleuvoir les coups jusqu'à ce que je ne puisse plus distinguer une source de douleur d'une autre. Finalement, ça s'est arrêté. Je me suis effondrée sur le sol. Chaque respiration envoyait de nouvelles vagues d'agonie à travers mes côtes. À travers mes yeux gonflés, j'ai vu ma mère et plusieurs tantes se précipiter pour réconforter Vanessa, qui s'était mise à pleurer de manière théâtrale. Elle m'a attaquée, sanglotait ma sœur. Elle m'a toujours détestée, elle a toujours été jalouse. Tyler s'est enfin libéré de ceux qui le retenaient. Il a rassemblé nos enfants traumatisés et m'a aidé à me relever. Du sang coulait de mon visage sur ma chemise. Je tenais à peine debout. Chaque partie de mon corps hurlait de protestation. Personne ne s'est excusé. Personne n'a demandé si j'allais bien. Ils se sont agités autour de Vanessa, lui apportant de l'eau et des mouchoirs, l'assurant que tout irait bien, que j'avais toujours été difficile et ingrate. Je n'ai rien dit, pas un seul mot. Tyler m'a regardé avec inquiétude, s'attendant clairement à ce que j'appelle la police immédiatement ou au moins que je les maudisse tous. Mais je suis restée silencieuse, le laissant me guider, moi et nos enfants, jusqu'à notre voiture. Le trajet jusqu'aux urgences s'est déroulé dans un brouillard de douleur et de rage qui se cristallisait. Le médecin des urgences a tout consigné, fracture de la pommette, contusion grave de la mâchoire, lacération multiple nécessitant des points de suture, côte fêlée, possible commotion cérébrale. Des photographies ont été prises sous tous les angles. Une infirmière compatissante m'a demandé gentiment si je voulais porter plainte pour violence domestique. Pas encore, lui ai-je dit. Bientôt. Au cours de la semaine suivante, pendant que je guérissais et que je complotais, la réalité de ce que ma famille avait fait a commencé à s'installer dans mes os en même temps que la douleur physique. Il ne s'agissait plus seulement d'argent ou de favoritisme. Ils m'avaient agressé physiquement devant mes enfants. Ils avaient terrorisé mes bébés. Ils avaient choisi le caprice de Vanessa plutôt que ma sécurité, plutôt que la décence humaine la plus élémentaire. Pendant ces jours de convalescence, j'ai fait des recherches approfondies. J'ai passé des appels depuis mon bureau à la maison pendant que Tyler occupait les enfants. J'ai examiné des documents financiers que je conservais depuis des années. J'ai contacté des avocats, des enquêteurs et des comptables. Plus important encore, j'ai accédé à des informations que j'avais gardées comme une assurance pendant des années, sans jamais imaginer que je les utiliserais un jour. Tyler est entré dans mon bureau le 3e jour, portant une tasse de thé et arborant cette expression qu'il avait quand il était inquiet mais essayait de ne pas le montrer. Il a posé la tasse sur mon bureau, en faisant attention de ne pas déranger les feuilles de calcul et les documents que j'avais disposés en piles précises. « Tu es là-dedans depuis 6 heures d'affilée », a-t-il dit doucement. « Les enfants te réclament. » La culpabilité m'a tordu l'estomac. Je descends dans 1 minute. Je dois juste finir de croiser ces relevés de paiement avec. Et, il a tiré une chaise à côté de moi, sa main douce sur mon épaule. Je ne te critique pas. Je prends de tes nouvelles. Ce que tu fais ici, quoi que tu prépares, je suis avec toi. Tu le sais, n'est-ce pas? J'ai regardé mon mari, cet homme qui m'avait soutenu à travers tout,
qui avait essayé de se frayer un chemin à travers mes parents pour m'atteindre pendant que j'étais battue. Ses jointures portaient encore les bleus de l'endroit où mon oncle lui avait tordu les bras dans le dos. Je vais les détruire, ai-je dit. Les mots sont sortis plats, sans émotion. Financièrement, légalement, publiquement, tout. Tyler n'a pas bronché. D'accord, de quoi as-tu besoin de ma part? C'est là que j'ai craqué pour la première fois depuis l'agression. Pas de jolies larmes, mais des sanglots haletants et qui faisaient mal à mes côtes fracturées. Tyler m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais pour la famille que je n'avais jamais vraiment eue. Pour les parents qui avaient choisi leur enfant en or plutôt que la décence la plus élémentaire, pour l'enfance que j'avais passée à essayer de mériter un amour qui ne serait jamais donné gratuitement. Quand je me suis enfin ressaisie, je lui ai expliqué tout ce que j'avais découvert, les documents de prêt avec les signatures de mes parents, les reçus de paiement pour les factures de Vanessa, les emails sur la fraude à l'assurance. Les preuves de fraude à l'invalidité provenant des propres réseaux sociaux de Vanessa, les revenus non déclarés que mon père pensait que personne ne connaissait. Les yeux de Tyler se sont écarquillés à mesure que je révélais chaque pièce. « Tu gardes tout ça depuis combien de temps ? » « Des années, ai-je admis. Je me disais que c'était juste de la bonne tenue de dossier, être minutieuse. Mais je pense qu'une partie de moi a toujours su que j'aurais peut-être besoin de protection contre eux un jour. Il a étudié les documents que j'avais étalés comme des plans de bataille sur mon bureau. Ça va les anéantir. Tu comprends ça? Tes parents vont tout perdre. Ta sœur ira en prison. Ils m'ont battu avec une batte de baseball pendant que mes enfants regardaient, ai-je dit. Pendant que tes enfants les suppliaient d'arrêter. Emma s'est jetée sur papa en essayant de le forcer à me lâcher les cheveux. Elle a 13 ans, Tyler, 13, et elle s'en souviendra pour le reste de sa vie. La mâchoire de Tyler s'est crispée. Alors, on rase tout. Au cours des jours suivants, j'ai méticuleusement construit mon dossier. J'ai créé des chronologies documentant chaque prêt, chaque paiement, chaque fois où j'avais financièrement renfloué ma famille. J'ai rassemblé des relevés bancaires montrant l'argent quittant mes comptes et entrant dans les leurs. J'ai imprimé des emails où ma mère avait demandé, juste un petit coup de main jusqu'à ce qu'on se remette sur pied, des demandes qui s'étaient répétées pendant plus d'une décennie. Les preuves de fraude à l'assurance étaient particulièrement accablantes. Les emails entre Vanessa et Curtis détaillaient comment ils avaient mis en scène l'accident à la minute près. Ils discutaient de l'intersection à utiliser, de l'heure de la journée la plus chargée, de la force avec laquelle Curtis devait heurter sa voiture pour causer des dommages sans blessure réelle. Ils avaient répété ces symptômes, recherché quelle blessure serait crédible mais difficile à réfuter. Je vais certainement avoir le coup du lapin, mais il faut vraiment vendre la blessure au dos, avait écrit Vanessa. La douleur chronique est subjective. Ils ne peuvent pas prouver que je n'ai pas mal. Curtis avait répondu avec enthousiasme. Mon pote travaille au garage. Il s'assurera que les dégâts semblent pires qu'ils ne le sont. Et je connais un médecin qui rédigera n'importe quel rapport dont nous avons besoin. L'indemnité avait été de 47 000 $. Vanessa l'avait dépensé en 6 mois pour une nouvelle voiture, une croisière et des meubles dont elle n'avait pas besoin. J'avais des captures d'écran de ses photos de vacances horodatées pendant la période où elle était censée être trop blessée pour travailler. La fraude à l'invalidité était presque plus facile à prouver. Les réseaux sociaux de Vanessa étaient une mine d'or de preuves, des vidéos d'elle dans des parcs de trampoline avec Peyton, des photos de randonnée, des publications sur le déménagement de meubles et le jardinage. Tout en percevant des allocations d'invalidité mensuelles pour une blessure au dos qui l'empêchait prétendument de toute activité physique. J'avais essayé de lui en parler une fois, il y a 2 ans. Nessa, tu dois faire attention. Si quelqu'un signale ça, tu pourrais faire face à de graves accusations. Elle m'avait ri au nez. Qui va le signaler? Toi. Tu ne ferais jamais rien pour blesser ta précieuse famille. Tu es trop bonne poire pour ça. Le souvenir de ces mots m'alimentait maintenant alors que je compilais chaque élément de preuve. Trop bonne poire. Elle avait eu raison sur ce que j'avais été. Mais elle était sur le point de découvrir ce que j'étais devenue. Les revenus non déclarés de mon père provenaient de petits boulots qu'il faisait au noir, menuiserie, réparation à domicile, petits projets de construction.
Il faisait ça depuis des années, depuis qu'il avait officiellement pris sa retraite mais trouvait la retraite ennuyeuse. Il s'en vantait lors des dîners de famille, disant à quel point il était malin d'éviter les impôts, comment le gouvernement prenait trop aux gens qui travaillaient dur. Quoi qu'il en soit, je tenais un journal, pas intentionnellement comme preuve, juste comme un moyen de traiter mes sentiments sur la façon dont ma famille me traitait. Mais dans ces entrées de journal, j'avais noté des dates, des commentaires, des choses que mon père avait dites sur ses boulots. Croisés avec les dépôts bancaires de mes parents, les écarts étaient évidents. De l'argent entrait qui n'était pas déclaré. J'ai tout apporté à Angela Morrison, l'avocate que Tyler m'avait aidé à trouver. Elle était très recommandée, connue pour prendre en charge des affaires de droit de la famille difficiles et ne pas reculer devant des confrontations laides. Le bureau d'Angela se trouvait dans un immeuble moderne du centre-ville, tout en verre et en chrome. Elle avait la cinquantaine, des yeux perçants et un tailleur encore plus affûté. Elle a écouté mon histoire sans m'interrompre, son expression neutre et professionnelle. Quand j'ai eu fini, elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil. Avant que je regarde la moindre de ces preuves, je dois savoir quelque chose. Quel résultat voulez-vous obtenir? Et soyez honnête avec moi, car cela déterminera la façon dont nous procéderons. Je n'ai pas hésité. Je veux qu'il fasse face à toutes les conséquences prévues par la loi. Des poursuites pénales pour l'agression, une action civile pour les dommages et le remboursement des prêts. Des signalements à toutes les autorités compétentes concernant leur fraude. Je veux qu'ils comprennent que les actions ont des conséquences et que je ne suis plus leur victime. Angela a hoché la tête lentement. Certains avocats essaieraient de vous en dissuader. Ils diraient que la réconciliation familiale devrait être l'objectif. Que ce niveau d'action en justice est disproportionné. Je ne suis pas de ces avocats. Ce qu'ils vous ont fait était une agression criminelle. Ce qu'ils ont fait financièrement est une fraude criminelle. Ils méritent d'être poursuivis. Elle a attiré les dossiers vers elle et a commencé à les examiner. Le silence s'est étiré pendant qu'elle lisait, prenant occasionnellement des notes ou posant des questions de clarification. 1 heure a passé, puis une autre. Finalement, elle a levé les yeux. C'est l'un des dossiers de preuves les plus complets que j'ai jamais vus dans une affaire de droit de la famille. Vous ne faites pas que des accusations. Vous avez des documents pour tout, des accords de prêt signés, des relevés bancaires, des emails, des preuves des réseaux sociaux. Des dossiers médicaux, des déclarations de témoins, des preuves photographiques de vos blessures. Est-ce que c'est suffisant, ai-je demandé. C'est plus que suffisant. La question est de savoir jusqu'où vous voulez aller. Nous pourrions poursuivre une partie de cela et laisser le reste. Ou nous pouvons tout poursuivre simultanément. Cette dernière option sera dévastatrice. Votre famille ne s'en remettra jamais. Financièrement ou autrement. J'ai pensé au cauchemar d'Emma. À la façon dont Lucas sursautait maintenant quand quelqu'un élevait la voix. À Olivia me demandant pourquoi papy et tante Vanessa étaient si en colère contre moi. Tout, ai-je dit. Simultanément. Le sourire d'Angela était acéré. Alors, construisons un dossier qui ne laisse aucune place à la pitié. Nous avons passé 3 autres séances à planifier la stratégie. Angela a fait appel à un comptable spécialisé dans les cas de fraude pour examiner les preuves financières. Elle a consulté un avocat pénaliste au sujet des accusations d'agression. Elle a contacté un enquêteur pour recueillir des preuves supplémentaires sur la fraude à l'invalidité de Vanessa et le montage de l'assurance. L'enquêteur, un ancien détective de police nommé Harrison Webb, a été particulièrement minutieux. Il a surveillé Vanessa pendant 2 semaines, documentant ses activités. Elle faisait du shopping, soulevait des sacs lourds, jouait activement avec Peyton au parc. Il a obtenu des preuves supplémentaires sur les réseaux sociaux à partir de comptes dont je ne connaissais même pas l'existence. Il a interrogé le copain garagiste de Curtis qui, face au choix entre coopérer ou faire face à des accusations de complicité, a tout déballé sur l'accident mis en scène. Votre sœur ne se contentait pas de commettre une fraude, m'a dit Harrison lors d'une réunion. Elle s'en vantait. Elle disait aux gens qu'elle avait trouvé comment déjouer le système. Elle se considérait comme intelligente. L'arrogance de la chose m'a mise en rage.
Pendant que je travaillais 80 heures par semaine en médecine, puis pendant mon internat, puis en construisant mon cabinet, Vanessa complotait sur la façon de voler de l'argent aux compagnies d'assurance et aux contribuables. Pendant que je payais discrètement ses factures et subvenais aux besoins de son enfant, elle se moquait de moi en me traitant de bonne poire dans mon dos. Mes parents avaient permis tout cela. Quand j'avais confronté ma mère il y a des années sur le manque d'emploi de Vanessa, elle m'avait répondu sèchement. Tout le monde n'est pas aussi ambitieux que toi. Certaines personnes ont des priorités différentes. Vanessa se concentre sur le fait d'être une bonne mère. Une bonne mère qui commettait des fraudes et enseignait à sa fille que les crises de colère et le vol étaient acceptables. Une bonne mère qui ne prenait pas la peine de surveiller Peyton, qui laissait mes parents élever son enfant pendant qu'elle faisait la fête avec des amis. L'hypocrisie me brûlait. Car voici ce que ma famille ne savait pas. Je les soutenais financièrement depuis près de 15 ans. Quand mes parents prétendaient que leurs investissements pour la retraite avaient bien marché, ce qu'ils voulaient vraiment dire, c'est que je versais discrètement de l'argent sur leur compte. La maison dans laquelle ils vivaient, j'avais remboursé l'hypothèque il y a 5 ans quand ils risquaient la saisie, mais ils ont dit à tout le monde qu'ils avaient intelligemment renégocié leur prêt. Les factures médicales de mon père pour son opération du cœur, j'en avais couvert 80%. La voiture de ma mère, les frais d'avocat de ma sœur pour sa conduite en état d'ivresse, même les frais de scolarité de l'école privée de Peyton, tout cela provenait de mes comptes. Je l'avais fait par un sens mal avisé de l'obligation familiale, espérant que peut-être, si j'aidais assez, ils verraient enfin ma valeur. Au lieu de cela, ils avaient pris ma générosité comme un dû tout en continuant à me traiter comme une moins que rien. La documentation était méticuleuse parce que je suis méticuleuse. Chaque virement, chaque paiement, chaque facture que j'avais couverte, j'avais des archives remontant à des années. Et j'avais été intelligente. Tout avait été structuré sous forme de prêt, avec des accords signés qu'ils n'avaient jamais pris la peine de lire attentivement, trop pressés d'obtenir l'argent pour en examiner les termes. J'avais aussi collecté d'autres informations, des choses dont j'avais été témoin ou qui m'avaient été dites en confiance au fil des ans. La fraude à l'invalidité de Vanessa, prétendant avoir des problèmes de dos qui l'empêchaient de travailler tout en postant des vidéos d'elle dans des parcs de trampoline avec Peyton. Les revenus non déclarés de mon père provenant de petits boulots au noir. Le stratagème de ma mère avec les médicaments sur ordonnance avec son ami qui travaillait dans une pharmacie. Mais l'information la plus dommageable concernait Vanessa et quelque chose que j'avais découvert purement par accident il y a 2 ans. J'étais chez mes parents pour aider ma mère avec son ordinateur quand j'avais trouvé des emails entre Vanessa et un homme nommé Curtis. Les messages détaillaient un montage élaboré de fraude à l'assurance qu'ils avaient réalisé, mettant en scène un accident de voiture pour toucher une indemnité. Les communications étaient explicites, planifiant chaque détail, discutant de la manière de simuler des blessures de façon convaincante. J'avais sauvegardé des copies, me disant que c'était juste au cas où j'aurais un jour besoin de protection. Maintenant, j'en avais besoin. 2 semaines après l'agression, mon avocate, Angela Morrison, était assise en face de moi dans son bureau du centre-ville. Elle avait examiné tout ce que je lui avais apporté, et son expression était passée de l'intérêt professionnel à un véritable choc, puis à quelque chose comme de l'admiration. C'est considérable, dit-elle en tapotant les dossiers de preuves. Vous comprenez ce qui se passera lorsque nous déposerons ces plaintes et soumettrons ces rapports aux autorités ? Dites-le-moi quand même, ai-je dit. Vos parents feront face à une procédure de saisie immédiate de la maison une fois qu'il sera révélé qu'ils ne l'ont pas réellement payée. Le fisc enquêtera sur les revenus non déclarés. Votre sœur sera accusée de fraude à l'invalidité, de fraude à l'assurance et d'agression. Votre père fera également face à des accusations d'agression. Financièrement, ils seront ruinés. Sur le plan pénal, votre sœur risque une peine de prison sérieuse. Bien, ai-je répondu. Le mot est sorti plus froid que je n'avais jamais entendu ma propre voix sonner. Les factures de thérapie de vos enfants et vos frais médicaux seront couverts par l'action civile contre vos parents et votre sœur. Vous recevrez probablement des dommages et intérêts supplémentaires pour préjudice moral. Mais vous devez comprendre. Votre famille ne vous pardonnera jamais cela. Il n'y a pas de retour en arrière possible. J'ai pensé au cauchemar d'Emma, comment elle se réveillait en hurlant à propos de Bat et de Pierre.
J'ai pensé à Lucas me demandant si papy et tante Vanessa le détestaient. J'ai pensé à Olivia sursautant chaque fois que quelqu'un élevait la voix. J'ai pensé à mon propre visage dans le miroir, encore enflé et décoloré, un rappel physique du peu que je comptais pour les gens qui étaient censés m'aimer le plus. Il n'y a rien vers quoi revenir, ai-je dit à Angela. Déposez tout. Le lendemain matin, Angela a intenté une action civile contre mes parents et Vanessa pour agression, coups et blessures, infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et vol. Simultanément, elle a soumis des dossiers de preuves et des plaintes officielles au bureau du procureur, avec mes dossiers médicaux, des photographies et les déclarations de Tyler et de nos enfants comme témoins. Au cours des semaines suivantes, mon comptable a déposé une demande formelle de remboursement immédiat de tous les prêts à mes parents et à ma sœur, totalisant un peu plus de 400 000 $ avec intérêt. Le délai de remboursement était de 30 jours. Puis est venu le coup de grâce. Angela a soumis des rapports détaillés à l'administration de la sécurité sociale concernant la fraude à l'invalidité de Vanessa, à la compagnie d'assurance concernant l'accident mis en scène, et au fisc concernant les revenus non déclarés de mon père. Chaque rapport comprenait des preuves complètes, des dates, des documents et des pièces justificatives. Je ne les ai pas appelés pour les avertir. Je ne me suis pas expliqué. J'ai laissé le système judiciaire faire ce qu'il fait de mieux, livrer des conséquences. Mon père a appelé le premier, 3 jours après la signification des documents. Je n'ai pas répondu. Il a laissé un message vocal, sa voix tremblant de rage. Espèce d'ingrate. Après tout ce que nous avons fait pour toi, tu vas détruire cette famille pour de l'argent, parce que ta sœur passait une mauvaise journée. Le message vocal de ma mère est venu ensuite, plein de larmes et d'hystérie. Comment as-tu pu nous faire ça? À tes propres parents? Nous t'avons élevé, nourri, aimé. C'est comme ça que tu nous remercies? Vanessa n'a pas appelé. Elle a envoyé une série de SMS qui devenaient de plus en plus incohérents. Les menaces étaient suffisamment détaillées pour que je les transmette directement à Angela, qui les a ajoutées au dossier de harcèlement que nous étions en train de constituer. Le groupe de discussion familiale dont je faisais partie depuis des années a explosé d'activité. Les oncles et tantes qui étaient restés silencieux pendant mon agression avaient maintenant beaucoup à dire sur ma trahison, ma cruauté, ma destruction des liens familiaux. J'ai lu chaque message attentivement, j'ai pris des captures d'écran de ceux qui contenaient des menaces ou des aveux d'avoir été témoins de l'agression, puis j'ai mis le chat en sourdine. Une cousine, Jennifer, m'a envoyé un message privé. Je suis tellement désolée de ne pas t'avoir aidé ce jour-là. J'ai eu peur, et ce n'est pas une excuse. Ce qu'ils ont fait était mal. Ce que tu fais maintenant est courageux. Je les remerciais, mais je ne me suis pas engagée au-delà. La confiance était un luxe que je ne pouvais plus me permettre avec quiconque partageant le sang de ma famille. Les accusations criminelles ont progressé de manière constante. Le bureau du procureur, armé des preuves médicales, des photographies, des déclarations de témoins et des récits de mes enfants sur ce qui s'était passé, a porté des accusations d'agression et de coups et blessures contre mon père et Vanessa. Le fait que cela se soit produit devant plusieurs témoins qui pouvaient être assignés à comparaître en faisait un dossier solide. Vanessa a été arrêtée chez mes parents un mardi matin. Les accusations incluaient l'agression, plus des chefs d'accusation de fraude liés à ces montages d'invalidité et d'assurance. La nouvelle s'est répandue dans notre réseau familial comme une traînée de poudre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer avec des appels et des messages que j'ignorais. Mon père s'est rendu plus tard dans la journée plutôt que de subir l'humiliation d'une arrestation. Sa photo d'identité judiciaire est apparue sur le site des archives publiques du comté en quelques heures. Quelqu'un de notre ville natale l'a reconnu et l'a publié sur Facebook. La section des commentaires s'est remplie de chocs et de spéculations. Le processus de communication des pièces du procès civil a commencé, révélant exactement combien d'argent j'avais payé au fil des ans. L'avocat de mes parents a tenté de faire valoir que les paiements étaient des cadeaux, pas des prêts, mais les accords signés ont détruit cette défense. L'avocat de Vanessa a tenté de prétendre qu'elle n'avait aucun actif à saisir, ce qui a conduit à la révélation de nombreux comptes bancaires cachés financés par ces divers stratagèmes de fraude. L'enquête de la sécurité sociale s'est conclue après plusieurs mois.
Les allocations d'invalidité de Vanessa ont été supprimées et elle a été condamnée à rembourser plus de 60 000 $ de prestations obtenues frauduleusement. La compagnie d'assurance a intenté sa propre action civile contre elle et Curtis, cherchant à récupérer l'indemnité qu'ils avaient versée, plus des dommages et intérêts. La maison de mes parents, symbole de leur succès et de leur stabilité, a fait l'objet d'une procédure de saisie. Le contrôle fiscal de mon père a pris des mois, mais a finalement révélé près de 100 000 $ de revenus non déclarés sur 5 ans. Les pénalités et les intérêts ont porté sa dette fiscale bien au-delà des 6 chiffres. Tout s'est effondré simultanément, une démolition soigneusement orchestrée de la façade qu'ils avaient maintenue pendant des décennies. Chaque nouvelle révélation, chaque nouvelle action en justice, chaque nouvelle conséquence a créé des ondes de choc qui ont détruit non seulement ma famille immédiate, mais aussi leur réputation dans toute notre communauté. L'audience de mise en accusation pour les charges d'agression a été fixée 8 semaines après l'incident. J'étais assise dans la salle d'audience avec Tyler, regardant mon père et ma sœur être amenés de détention avec leurs avocats commis d'office. Aucun des deux ne m'a regardé. Le procureur a présenté les preuves médicales. Les photographies de mes blessures sont apparues sur des écrans dans toute la salle d'audience. Les déclarations de mes enfants en tant que victimes ont été lues à voix haute. Tyler a témoigné avoir essayé de m'atteindre tout en étant physiquement retenu par d'autres membres de la famille. La juge, une femme dans la cinquantaine nommée Patricia Callahan, a étudié les preuves avec une expression de dégoût croissant. Lorsque l'avocat de Vanessa a tenté de faire valoir qu'il s'agissait d'un différend familial qui avait mal tourné, la juge Callahan l'a interrompu. C'était une agression coordonnée contre une femme par 2 membres de sa famille pendant que des témoins regardaient sans rien faire, a-t-elle déclaré froidement. L'accusé a frappé la victime à plusieurs reprises avec une batte de baseball tandis que le co-accusé la retenait par les cheveux. 3 enfants mineurs ont vu leur mère se faire battre. Je ne vois aucun facteur atténuant ici. Mon père et ma sœur ont tous deux été renvoyés devant le tribunal pour y être jugés. La caution a été fixée à un montant si élevé qu'aucun des deux ne pouvait la payer. La réaction de la famille à ces développements me fascinait d'un point de vue anthropologique. Le groupe de discussion est devenu une étude de la dissonance cognitive. Comment pouvait-il me condamner pour avoir détruit la famille tout en sachant simultanément ce que mon père et ma sœur avaient fait ? Comment pouvait-il exiger que j'abandonne les charges tout en reconnaissant que l'agression avait eu lieu ? Certains ont essayé de jouer les médiateurs, suggérant une thérapie familiale ou une justice réparatrice. J'ai complètement ignoré ces messages. D'autres sont passés à l'attaque, me qualifiant de vindicative et de cruelle, prétendant que j'avais orchestré cette vengeance par jalousie et par dépit. Ces messages sont allés à Angela, qui les a ajoutés à nos dossiers. Quelques membres de la famille, très peu, m'ont contacté en privé pour s'excuser et se distancier de mes parents et de Vanessa. Ma tante Teresa a admis qu'elle avait toujours su que j'étais maltraitée, mais qu'elle s'était dit que ce n'était pas ses affaires d'interférer. Mon oncle Frank a dit qu'il avait voulu aider pendant l'agression, mais qu'il avait été paralysé par le choc. J'ai accepté leurs excuses, mais j'ai clairement indiqué que nos relations avaient été modifiées de façon permanente. L'action civile s'est dirigée vers un règlement. L'avocat de mes parents a approché Angela avec une proposition. Il céderait la maison, liquiderait tous leurs actifs et accepterait un plan de paiement pour la dette restante en échange d'une réduction des dommages et intérêts pour les préjudices moraux. Absolument pas, ai-je dit à Angela. Ils paient chaque centime où nous allons au procès. Je veux qu'un jury entende ce qu'ils ont fait. Nous sommes allés au procès. Le procès civil a duré 3 jours. Le jury a entendu des témoignages sur les décennies de favoritisme, les années de soutien financier que j'ai fourni tout en étant traité comme une moins que rien, et l'agression brutale qui a eu lieu quand j'ai finalement défendu mes enfants. Ils ont vu les photographies de mes blessures, entendu les témoignages en larmes de mes enfants, écouté Tyler décrire son impuissance alors que sa femme était battue. Le jury a délibéré pendant 90 minutes. Ils m'ont accordé le remboursement intégral de tous les prêts plus les intérêts, les frais médicaux, les coûts de thérapie pour nous 4, et des dommages et intérêts punitifs de 200 000 $. Le jugement total a dépassé 700 000 $. L'avocat de mes parents avait l'air d'être sur le point de vomir. Il n'avait rien qui s'approchait de ce montant, même après avoir tout liquidé.
Le jugement les suivrait pour le reste de leur vie, saisissant leur pension de retraite et tout revenu futur. Ils passeraient leurs années de retraite dans la ruine financière. Les procès pénaux ont suivi des mois plus tard. Mon père a accepté un plaidé coupable plutôt que de faire face à un jury, 3 ans de probation, des cours de gestion de la colère, une restitution et une ordonnance de protection lui interdisant de s'approcher à moins de 150 mètres de moi ou de ma famille. À 63 ans, il est devenu un criminel condamné parce qu'il avait choisi d'agresser sa fille plutôt que de sanctionner le vol de son autre fille. Vanessa a refusé de plaider coupable. Elle a insisté sur le fait qu'elle était la victime, que je l'avais provoquée, que tout était de ma faute. Le jury n'était pas d'accord. Ils l'ont reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, agression avec une arme mortelle, coups et blessures, fraude et complot. Le juge l'a condamné à 4 ans de prison d'État. Peyton est allé vivre avec les parents de Curtis. Les services de protection de l'enfance avaient enquêté, et ma mère a été jugée inapte à la tutelle étant donné son rôle dans le comportement de Vanessa et sa propre exposition criminelle. On m'a contacté pour accueillir Peyton. J'ai refusé. Cela peut sembler cruel, mais je devais d'abord protéger mes propres enfants, et ils avaient besoin de temps pour guérir du traumatisme, pas d'un rappel constant de celui-ci vivant dans notre maison. La saisie de la maison de mes parents s'est achevée. Ils ont déménagé dans un petit appartement dans un mauvais quartier de la ville, le seul endroit qu'ils pouvaient se permettre avec leur crédit détruit et leurs revenus saisis. La présence de ma mère sur Facebook, autrefois remplie de publications vantardes sur leur vie confortable, est devenue silencieuse. 6 mois après cette terrible journée à la réunion de famille, j'étais assise dans mon bureau à la maison, regardant les documents finaux du règlement. Tout ce que j'avais prévu s'était réalisé. Ma famille avait été dévastée financièrement, condamnée pénalement, humiliée publiquement et séparée de façon permanente de moi et de mes enfants. Les cauchemars d'Emma avaient diminué en fréquence. Lucas avait recommencé à sourire. Olivia avait cessé de sursauter. Ils suivaient une thérapie, traitant leur traumatisme avec des professionnels spécialisés dans le SSPT infantile. Tyler et moi suivions une thérapie de couple, travaillant sur le stress que toute cette épreuve avait imposé à notre mariage. Je ne vais pas prétendre que je n'ai pas ressenti de satisfaction en voyant ma famille faire face aux conséquences. Le sentiment d'avoir obtenu justice était réel, mais la tristesse l'était tout autant. C'était ma famille, peu importe à quel point ils avaient été toxiques. C'étaient des gens que j'avais autrefois aimés, dont j'avais voulu être aimé en retour. Ma mère a envoyé une lettre à mon avocate. Elle n'était pas autorisée à me contacter directement en raison de l'ordonnance restrictive. La lettre était longue, décousue, pleine d'excuses et de reproches, mais enfouie au milieu se trouvait une seule phrase. « J'aurais dû te protéger ce jour-là. » Ce n'étaient pas des excuses. C'était une acceptation de responsabilité, mais c'était ce qui s'approchait le plus d'une reconnaissance que j'ai jamais reçue d'elle. Je n'ai pas répondu. Les gens me demandent parfois si je le regrette, si la vengeance en valait le coup. Ils le formulent délicatement, suggérant que peut-être je suis allé trop loin, que la famille est importante, que le pardon guérit. Je pense à Emma me demandant si c'est bien de dire non quand quelqu'un essaie de lui prendre des choses. Je pense à Lucas disant à son thérapeute que sa maman est forte et courageuse. Je pense à Olivia disant qu'elle sait que je la protégerai toujours. Je pense au respect de Tyler pour moi pour m'être dressé contre une vie d'abus. Puis je pense à ce qui se serait passé si je n'avais rien fait. Mes enfants auraient appris que la famille peut vous agresser sans conséquence. Ils auraient appris que les victimes doivent se taire pour maintenir la paix. Ils auraient appris que l'argent et le confort comptent plus que la dignité et la sécurité. Non, je ne le regrette pas. Ce que j'ai fait ensuite, les poursuites, les accusations criminelles, la destruction financière, l'exposition publique ne concernaient pas la vengeance. Il s'agissait de justice. Il s'agissait d'enseigner à mes enfants que l'abus n'est jamais acceptable, que le vol a des conséquences, et que la famille n'est pas un bouclier contre la responsabilité. L'horreur de ma famille face à mes actions ne venait pas de la sévérité de ma réponse. Elle venait de l'éclatement de leur illusion soigneusement entretenue qu'ils pouvaient me traiter comme ils le voulaient sans répercussion. Ils ont confondu mon silence avec l'acceptation, mon soutien financier avec le désespoir, ma patience avec la faiblesse.
ils ont appris le contraire. Et j'ai appris quelque chose aussi, que j'étais plus forte que le rôle qu'ils m'avaient assigné, que je méritais mieux que ce qu'ils m'avaient donné, et que protéger mes enfants comptait plus que de maintenir une relation avec des gens qui leur feraient du mal. La réunion de famille qui s'est terminée par une agression a été la dernière fois que j'ai vu mes parents ou ma sœur. Ils ne me manquent pas. Mes enfants guérissent. Mon mariage est plus fort. Ma conscience est tranquille. Et chaque fois que je regarde dans le miroir la légère cicatrice sur ma pommette, là où la pierre de ma sœur m'a frappé, je me souviens pourquoi je l'ai fait. Je me souviens de ce qu'ils ont choisi. Et je me souviens que me choisir, moi et mes enfants, plutôt qu'une famille toxique, ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. C'était de la protection. C'était de l'amour. Et je le referais sans hésiter une seule seconde.